Georg Lukács. 1922. Histoire et conscience de classe. Essai de dialectique marxiste. Essai numéro 2. Rosa Luxembourg, marxiste. Les économistes nous expliquent comment on produit dans ces rapports donnés, mais ce qu'ils ne nous expliquent pas, c'est comment ces rapports se produisent, c'est-à-dire le mouvement historique qui les a fait naître. Marx, Misère de la philosophie. Ce n'est pas la prédominance des motifs économiques dans l'explication de l'histoire qui distingue de façon décisive le marxisme de la science bourgeoise, c'est le point de vue de la totalité. La catégorie de la totalité, la domination, déterminante et dans tous les domaines, du tout sur les parties, constitue l'essence de la méthode que Marx a empruntée à Hegel et qu'il a transformée de manière originale pour en faire le fondement d'une science entièrement nouvelle. La séparation capitaliste entre le producteur et le processus d'ensemble de la production, le morcellement du processus du travail en partie qui laisse de côté le caractère humain du travailleur, l'atomisation de la société en individus qui produisent droit devant eux sans plan et sans se concerter, etc. Tout cela devait nécessairement avoir aussi une influence profonde sur la pensée, la science et la philosophie du capitalisme. Et ce qu'il y a de fondamentalement révolutionnaire dans la science prolétarienne, ce n'est pas seulement qu'elle oppose à la société bourgeoise des contenus révolutionnaires, mais c'est, au tout premier chef, l'essence révolutionnaire de la méthode même. Le règne de la catégorie de la totalité est le porteur du principe révolutionnaire dans la science. Partie 1. Ce caractère révolutionnaire de la dialectique hegelienne, sans préjudice de tous les contenus conservateurs chez Hegel, avait été reconnu bien des fois avant Marx, sans qu'ait pu se développer, à partir de cette connaissance, une science révolutionnaire. C'est seulement chez Marx que la dialectique hegelienne est devenue, selon l'expression de Hertzen, une « algèbre de la révolution ». Mais elle ne l'est pas devenue simplement par le renversement matérialiste. Bien plus tôt, le principe révolutionnaire de la dialectique hegelienne n'a pu se manifester dans et par ce renversement que parce que l'essence de la méthode, c'est-à-dire le point de vue de la totalité, la considération de tous les phénomènes partiels comme des moments du tout, du processus dialectique, qui est saisi comme unité de la pensée et de l'histoire, a été sauvegardée. La méthode dialectique chez Marx vise à la connaissance de la société comme totalité. Tandis que la science bourgeoise attribue, soit, par réalisme naïf, une réalité, soit, de façon critique, une autonomie aux abstractions, nécessaire et utile d'un point de vue méthodologique quant aux sciences particulières, qui résulte d'une part de la séparation en fait des objets de la recherche, d'autre part de la division du travail et de la spécialisation scientifique, le marxisme, lui, dépasse ces séparations en les élevant et les abaissant au rang de moments dialectiques. L'isolement, par abstraction, des éléments, tant d'un domaine de recherche que de groupes particuliers de problèmes ou de concepts à l'intérieur d'un domaine de recherche, est certes inévitable. Ce qui reste pourtant décisif, c'est de savoir si cet isolement est seulement un moyen pour la connaissance du tout, c'est-à-dire s'il s'intègre toujours dans un juste contexte d'ensemble qu'il présuppose et qu'il appelle, ou bien si la connaissance, abstraite, du domaine partiel isolé conserve son autonomie, reste un but pour soi. Pour le marxisme, il n'y a donc pas, en dernière analyse, de sciences juridiques, d'économie politique, d'histoire, etc. Autonome, il y a seulement une science, historique et dialectique, unique et unitaire, du développement de la société comme totalité.
Le point de vue de la totalité ne détermine cependant pas seulement l'objet, il détermine aussi le sujet de la connaissance. La science bourgeoise, de façon consciente ou inconsciente, naïve ou sublimée, considère toujours les phénomènes sociaux du point de vue de l'individu. Note de bas de page. Cela n'est pas un hasard, mais résulte de l'essence de la société bourgeoise, comme Marx l'a démontré de façon convaincante à propos des Robinsonades économiques. Fin de la note de bas de page. Le point de vue de la totalité ne détermine cependant pas seulement l'objet, il détermine aussi le sujet de la connaissance. La science bourgeoise, de façon consciente ou inconsciente, naïve ou sublimée, considère toujours les phénomènes sociaux du point de vue de l'individu. Et le point de vue de l'individu ne peut mener à aucune totalité, tout au plus peut-il mener à des aspects d'un domaine partiel, le plus souvent à quelque chose de seulement fragmentaire, à des faits sans lien entre eux ou à des lois partielles abstraites. La totalité ne peut être posée que si le sujet qui la pose est lui-même une totalité, si donc, pour se penser lui-même, il est contraint de penser l'objet comme totalité. Ce point de vue de la totalité comme sujet, seules les classes le représentent dans la société moderne. Marx, qui considère, particulièrement dans le Capital, tout problème dans cette optique, a donc corrigé ici Hegel, entre parenthèses, chez qui il y a encore une hésitation entre le point de vue du grand homme et celui de l'esprit abstrait du peuple, d'une manière encore plus décisive et plus féconde, quoique bien plus rarement comprise par ses successeurs, que dans la question de l'idéalisme ou du matérialisme. L'économie classique et encore plus ses vulgarisateurs ont toujours considéré l'évolution capitaliste du point de vue du capitaliste individuel et se sont par suite embrouillés dans une série de contradictions insolubles et de faux problèmes. Dans le Capital, Marx rompt radicalement avec cette méthode. Ce n'est pas qu'il considère, en agitateur, chaque moment directement et exclusivement du point de vue du prolétariat. Une attitude aussi unilatérale ne pourrait donner naissance qu'à une nouvelle économie vulgaire au signe pour ainsi dire inversé. C'est bien plutôt en considérant les problèmes de toute la société capitaliste comme problèmes des classes qui la constituent, celles des capitalistes et celles des prolétaires, saisis comme des ensembles. Dans quelle mesure toute une série de questions sont par là même éclairées d'un jour entièrement nouveau, comment de nouveaux problèmes surgissent, que l'économie classique n'était même pas en état d'apercevoir et donc encore moins de résoudre, comment beaucoup de ces faux problèmes sont réduits à néant, étudier cela ne peut être le propos de ces lignes qui s'attachent seulement aux problèmes de la méthode. Il s'agit seulement ici d'attirer fortement l'attention sur les deux conditions préalables d'un maniement véridique, et non ludique, comme chez les épigones de Hegel, de la méthode dialectique sur l'exigence de la totalité tant comme objet posé que comme sujet posant. Partie 2. Après des dizaines d'années de vulgarisation du marxisme. L'ouvrage principal de Rosa Luxembourg, L'accumulation du capital, reprend le problème à partir de ce point. Cette banalisation du marxisme, son inflexion dans un sens scientifique bourgeois, a trouvé sa première expression claire et ouverte dans les conditions du socialisme de Bernstein. Ce n'est absolument pas un hasard si le même chapitre de ce livre qui commence par un assaut contre la méthode dialectique au nom de la « science » exacte se termine par une accusation de blanquisme lancée contre Marx. Ce n'est pas un hasard, car dès l'instant où le point de vue de la totalité, point de départ et terme, condition et exigence de la méthode dialectique, est abandonné, dès l'instant où la révolution n'est pas saisie comme moment du processus, mais comme acte isolé, séparé de l'évolution d'ensemble,
ce qu'il y a de révolutionnaire chez Marx doit nécessairement apparaître comme une rechute dans la période primitive du mouvement ouvrier, dans le blanquisme. Et avec le principe de la révolution, comme conséquence de la domination catégoriale de la totalité, c'est tout le système du marxisme qui s'effondre. La critique de Bernstein est, même en tant qu'opportunisme, beaucoup trop opportuniste pour faire apparaître à cet égard toutes ses conséquences. La marche dialectique de l'histoire, que les opportunistes cherchaient avant tout à expurger du marxisme, leur a quand même, ici aussi, imposé ses conséquences nécessaires. Le développement économique de l'époque impérialiste a rendu de plus en plus impossibles les simulacres d'attaque contre le système capitaliste et l'analyse, scientifique, de ces phénomènes considérés isolément, dans l'intérêt de la « science exacte et objective ». Il fallait prendre parti, non plus seulement politiquement, pour ou contre le capitalisme. Théoriquement aussi il fallait faire un choix. Il fallait, soit considérer d'un point de vue marxiste l'évolution d'ensemble de la société comme totalité et alors venir à bout, théoriquement et pratiquement, du phénomène de l'impérialisme, soit se dérober à cette rencontre en se limitant à l'étude scientifique particulière de moments isolés. Le point de vue monographique ferme le plus sûrement l'horizon du problème que toute la social-démocratie devenue opportuniste redoute de regarder en face. En trouvant dans des domaines particuliers des descriptions exactes, des lois valables intemporellement pour des cas particuliers, elle a effacé la séparation entre l'impérialisme et la période antérieure. On se trouvait dans le capitalisme, en général, dont la persistance lui apparaissait tout aussi conforme à la raison humaine, aux « lois de la nature » qu'à Ricardo et à ses successeurs, économistes vulgaires bourgeois. Ce ne serait pas poser la question d'une façon marxiste et dialectique que de rechercher si l'opportunisme pratique a été la cause de cette rechute théorique dans la méthodologie des économistes vulgaires ou si c'est l'inverse. Pour la façon dont le matérialisme historique considère les choses, les deux tendances vont de pair, elles constituent le milieu social de la social-démocratie d'avant-guerre, seul milieu à partir duquel les luttes théoriques autour de l'accumulation du capital de Rosa Luxembourg peuvent se comprendre. Car la justesse ou la fausseté de la solution que Rosa Luxembourg proposait au problème de l'accumulation du capital n'était pas le centre du débat conduit par Bauer, Eckstein, etc. On discutait au contraire pour savoir s'il y avait seulement là un problème et l'on contestait avec la dernière énergie l'existence d'un véritable problème. Ce qui peut parfaitement se comprendre, et est même nécessaire du point de vue méthodologique des économistes vulgaires. Car si la question de l'accumulation est d'une part traitée comme un problème particulier de l'économie politique, d'autre part considérée du point de vue du capitaliste individuel, il n'y a effectivement là aucun problème. Note de bas de page, dans son anticritique, Rosa Luxembourg le prouve de manière irréfutable, en particulier pour son critique le plus sérieux, Otto Bauer. Fin de la note de bas de page. Ce refus du problème entier a un lien étroit avec le fait que les critiques de Rosa Luxembourg sont passées distraitement à côté de la partie décisive du livre, entre parenthèses, les conditions historiques de l'accumulation, et, logique avec eux-mêmes, ont posé la question sous la forme suivante. Les formules de Marx, qui reposent sur le principe isolant, admis par souci méthodologique, d'une société composée uniquement de capitalistes et de prolétaires, sont-elles justes, et quelle en est la meilleure interprétation? Ce n'était chez Marx qu'une hypothèse méthodologique à partir de laquelle on devait progresser pour poser les questions de façon plus large, pour poser la question quant à la totalité de la société,
et c'est ce qui a complètement échappé aux critiques. Il leur a échappé que Marx lui-même a franchi ce pas dans le premier volume du Capital à propos de ce qu'on appelle l'accumulation primitive. Ils ont eu, consciemment ou inconsciemment, le fait que justement par rapport à cette question tout le capital n'est qu'un fragment interrompu juste à l'endroit où ce problème doit être soulevé, qu'en conséquence Rosa Luxembourg n'a rien fait d'autre que de mener jusqu'au bout, dans le même sens, ce fragment, le complétant conformément à l'esprit de Marx. Ils ont cependant agi en toute conséquence. Car, du point de vue du capitaliste individuel, du point de vue de l'économie vulgaire, ce problème ne doit en effet pas être posé. Du point de vue du capitaliste individuel, la réalité économique apparaît comme un monde gouverné par les lois éternelles de la nature, auxquelles il doit adapter son activité. La réalisation de la plus-value et l'accumulation s'accomplissent pour lui sous la forme d'un échange avec les autres capitalistes individuels, ouvrez la parenthèse, à vrai dire, même ici, ce n'est pas toujours le cas, c'est seulement le cas le plus fréquent, fermez la parenthèse. Et tout le problème de l'accumulation aussi n'est que le problème d'une des formes des multiples transformations que subissent les formules argent-marchandise et marchandise-argent-marchandise au cours de la production, de la circulation, etc. Ainsi la question de l'accumulation devient pour l'économie vulgaire une question de détail dans une science particulière, et elle n'a pratiquement aucun lien avec le destin du capitalisme dans son ensemble. Sa solution garantit suffisamment l'exactitude des formules marxistes, qui doivent tout au plus être améliorées, comme chez Otto Bauer, pour être adaptées à l'époque. Pas plus qu'en leur temps les élèves de Ricardo n'avaient compris la problématique marxiste, Otto Bauer et ses collègues n'ont compris qu'avec ces formules la réalité économique ne peut, par principe, jamais être embrassée, puisque ces formules présupposent une abstraction, entre parenthèses, société considérée comme se composant uniquement de capitalistes et de prolétaires, à partir de la réalité d'ensemble, ces formules donc ne peuvent servir qu'à dégager le problème, ne sont qu'un tremplin pour poser le vrai problème. L'accumulation du capital reprend la méthode et la problématique du jeune Marx, de la misère de la philosophie. De même que dans cet ouvrage sont analysées les conditions historiques qui ont rendu possible et valable l'économie politique de Ricardo, de même ici la même méthode est appliquée aux recherches fragmentaires du deuxième et du troisième volume du Capital. Les économistes bourgeois, représentants idéologiques du capitalisme montant, devaient identifier les lois naturelles découvertes par Smith et Ricardo avec la réalité sociale, pour trouver dans la société capitaliste la seule société possible conforme à la « nature » de l'homme et à la raison. De même, la social-démocratie, expression idéologique de cette aristocratie ouvrière devenue petite bourgeoise qui a sa part d'intérêt dans l'exploitation impérialiste du monde entier pendant la phase ultime du capitalisme, mais essaie cependant d'échapper à son destin nécessaire, la guerre mondiale, devait obligatoirement concevoir l'évolution comme si l'accumulation capitaliste était en mesure de s'accomplir dans cet espace vide des formules mathématiques, c'est-à-dire sans problème, sans guerre mondiale. Elle était ainsi rejetée, pour ce qui est de la compréhension et de la capacité de prévoir politique, bien en arrière des couches capitalistes intéressées de la grande bourgeoisie, car celle-ci était intéressée à l'exploitation impérialiste jusqu'à y compris dans ses conséquences militaires. Mais elle pouvait aussi par la même entrer, dès ce moment, sur le plan théorique, dans son rôle actuel, celui de gardien de l'ordre économique capitaliste éternel,
le protégeant contre les conséquences catastrophiques et fatales vers lesquelles l'entraînaient, avec aveuglement et lucidité à la fois, les vrais représentants du capitalisme impérialiste. De même que l'identification des lois naturelles de Ricardo avec la réalité sociale était un moyen de protection idéologique pour le capitalisme montant, de même l'interprétation de Marx par l'école autrichienne, l'identification des abstractions de Marx avec la totalité de la société, est un moyen de protection pour la rationalité du capitalisme décadent. Et de même également que la considération de la totalité par le jeune Marx avait éclairé d'un jour cru les symptômes de maladie. Note des traducteurs. Nous traduisons par symptômes de maladie l'expression facie hippocratica. Fin de la note. Et de même également que la considération de la totalité par le jeune Marx avait éclairé d'un jour cru les symptômes de maladie dans le capitalisme alors florissant, l'ultime éclat du capitalisme acquiert dans la perspective qu'en a Rosa Luxembourg, par l'intégration de son problème fondamental dans la totalité du processus historique, le caractère d'une danse macabre, d'une marche d'Oedipe vers son inéluctable destin. Partie 3. Rosa Luxembourg a consacré à la réfutation de l'économie vulgaire marxiste, une brochure spéciale, parue après sa mort. Cette réfutation aurait cependant eu sa place la plus appropriée, du point de vue de l'exposé et de la méthode, à la fin de la deuxième partie de l'accumulation du capital, comme quatrième passe d'armes dans l'étude de la question cruciale de l'évolution capitaliste. Car l'originalité de ce livre vient de ce qu'il est principalement consacré à une étude historique des problèmes. Cela ne signifie pas seulement que l'analyse par Marx, de la reproduction simple et de la reproduction élargie y forme le point de départ de la recherche et le prélude à l'étude effective et définitive du problème. Le noyau du livre est constitué par l'analyse, pour ainsi dire l'histoire bibliographique, des grandes discussions sur le problème de l'accumulation, la discussion de Sismondi avec Ricardo et son école, celle de Rodbertus avec Kirchmann, celle des Narodniki avec les marxistes russes. Mais dans cette méthode d'exposer aussi, Rosa Luxembourg ne quitte pas la tradition marxienne. Son mode de composition signifie plutôt un retour au marxisme originel, non falsifié, au procédé d'exposition de Marx lui-même. Car le premier ouvrage, achevé et complet, du Marx de la maturité, misère de la philosophie, réfute Proudhon en remontant aux sources véritables de ses conceptions, à Ricardo d'une part, à Hegel d'autre part. En analysant où, comment et surtout pourquoi Proudhon devait nécessairement mal comprendre Ricardo et Hegel, Marx ne met pas seulement impitoyablement à nu les contradictions internes de Proudhon, il pénètre aussi jusqu'aux raisons obscures, inconnues de Proudhon lui-même, qui sont à la source de ses erreurs, les rapports des classes, dont ces conceptions sont l'expression théorique. Or, dit Marx, ouvrez les guillemets. Les catégories économiques ne sont que les expressions théoriques, les abstractions des rapports sociaux de la production. Fermez les guillemets. Et si son principal ouvrage théorique n'a que partiellement adopté cette méthode d'exposition historique des problèmes à cause de ses dimensions et de l'abondance des problèmes particuliers qui y sont traités, cela ne doit pas masquer la similitude réelle dans la façon de traiter les problèmes. Le Capital et l'histoire des doctrines économiques sont, de par l'essence de leur objet, une œuvre dont la structure interne signifie, pour le fond, un approfondissement du problème que Misère de la philosophie posait et esquissait brillamment et avec une grande largeur de vue. Cette forme intérieure de la structuration du problème ramène au problème central de la méthode dialectique,
à la compréhension exacte de la position dominante qu'occupe la catégorie de la totalité et, ainsi, à la philosophie hegelienne. La méthode philosophique de Hegel, qui a toujours été et avec une force particulière dans la phénoménologie de l'esprit, histoire de la philosophie et philosophie de l'histoire en même temps, n'a jamais été abandonnée par Marx sur ce point essentiel. Car l'unification hegelienne, dialectique, de la pensée et de l'être, la conception de leur unité comme unité et totalité d'un processus, forme aussi l'essence de la philosophie de l'histoire du matérialisme historique. Même la polémique matérialiste contre la conception idéologique de l'histoire est dirigée bien plus contre les épigones de Hegel que contre le maître lui-même qui, à cet égard, était beaucoup plus proche de Marx que celui-ci n'a pu parfois le penser dans sa lutte contre la sclérose idéaliste de la méthode dialectique. L'idéalisme absolu des épigones de Hegel revient en effet à dissoudre la totalité primitive du système, à séparer la dialectique de l'histoire vivante et ainsi, en fin de compte, à supprimer l'unité dialectique de la pensée et de l'être. Le matérialisme dogmatique des épigones de Marx fait cependant de même et dissout à nouveau la totalité concrète de la réalité historique. Si la méthode des épigones de Marx ne dégénère pas comme celle des épigones de Hegel en un schématisme intellectuel vide, elle se sclérose cependant en sciences particulières mécanistes, en économie vulgaire. Si les premiers ont ainsi perdu la capacité de faire se rencontrer les événements historiques et leur construction purement idéologique, les seconds se montrent tout aussi incapables de comprendre, tant le lien des formes dites idéologiques de la société avec leurs fondements économiques, que l'économie elle-même comme totalité, comme réalité sociale. Quelques sujets que la méthode dialectique traite, cela tourne toujours autour du même problème, la connaissance de la totalité du processus historique. Les problèmes idéologiques et économiques ne sont donc plus pour elle rigidement étrangers l'un à l'autre mais se confondent l'un avec l'autre. L'histoire des problèmes, étudiée, devient effectivement une histoire des problèmes. L'expression littéraire. Note des traducteurs. Littérarisque, littéraire, signifie ici ce qui se réfère au texte en général et non pas seulement aux œuvres de la littérature. Fin de la note. L'histoire des problèmes, étudiée, devient effectivement une histoire des problèmes. L'expression littéraire ou scientifique d'un problème apparaît comme expression d'une totalité sociale, comme expression de ses possibilités, de ses limites et de ses problèmes. L'étude historique de la littérature portant sur les problèmes est ainsi la plus apte à exprimer la problématique du processus historique. L'histoire de la philosophie devient philosophie de l'histoire. En se rattachant aux traditions de méthode et d'exposé de Marx et de Hegel, Lénine fait de l'histoire des problèmes une histoire intérieure des révolutions européennes du XIXe siècle, et l'exposé sous forme d'histoire des textes, fait par Rosa Luxembourg, se développe en une histoire des luttes menées pour la possibilité et l'expansion du système capitaliste. Les premières grandes secousses subies par le capitalisme montant et non encore développé, les grandes crises de 1815 et de 1818 à 19, ouvrent la lutte sous la forme des nouveaux principes d'économie politique de Sismondi. Il s'agit de la première connaissance, réactionnaire dans son but, de la problématique du capitalisme. La forme non développée du capitalisme s'exprime idéologiquement, dans les points de vue également unilatéraux et faux des adversaires. Tandis que le scepticisme réactionnaire de Sismondi voit dans les crises un signe de l'impossibilité de l'accumulation, l'optimisme encore intact des porte-paroles du nouvel ordre de la production nie la nécessité des crises, l'existence même d'une problématique.
À la fin de la série, la répartition sociale de ceux qui s'interrogent et la signification sociale de leurs réponses sont déjà complètement inversées. Le thème de la discussion, c'est déjà, bien que d'une façon encore très insuffisamment consciente, le sort de la révolution, le déclin du capitalisme. L'analyse de Marx a joué sur le plan théorique un rôle décisif dans cette transformation de sens, ce qui indique que même la direction idéologique de la société commence à échapper de plus en plus à la bourgeoisie. Mais tandis que l'essence petite bourgeoise et réactionnaire des narodniki se manifeste ouvertement dans leur prise de position théorique, il est intéressant d'observer comment les marxistes russes se transforment toujours plus nettement en champions de l'évolution capitaliste. Ils deviennent, quant aux possibilités d'évolution du capitalisme, les héritiers idéologiques de l'optimisme social de Say, de McCulloch, etc. Ouvrez les guillemets. Les marxistes russes légalistes, dit Rosa Luxembourg, ont sans aucun doute triomphé de leurs contradicteurs populistes, mais ils ont trop triomphé. Il s'agissait de savoir si le capitalisme en général, et en Russie en particulier, était capable d'évoluer, et les dits marxistes ont fait une démonstration si complète de cette aptitude qu'ils ont même prouvé théoriquement, la possibilité pour le capitalisme de durer éternellement. Il est clair que si l'on admet l'accumulation sans limite du capital, on a aussi prouvé sa viabilité sans limite. Si le mode de production capitaliste est en état d'assurer sans limite l'accroissement des forces de production, le progrès économique, alors il est invincible. Fermez les guillemets. Ici se place la quatrième et dernière passe d'armes au sujet du problème de l'accumulation, la passe d'armes d'Otto Bauer contre Rosa Luxembourg. La question de l'optimisme social a subi un nouveau changement de fonction. Le doute en la possibilité de l'accumulation se débarrasse chez Rosa Luxembourg de sa forme absolutiste. Il devient question historique des conditions de l'accumulation, et ainsi certitude qu'une accumulation illimitée est impossible. Par le fait qu'elle est traitée dans son milieu social d'ensemble, l'accumulation devient dialectique. Elle se développe en dialectique du système capitaliste entier. Ouvrez les guillemets. Dès l'instant, dit Rosa Luxembourg, où le schéma de la reproduction élargie, chez Marx, correspond à la réalité, il indique l'issue, la limite historique du mouvement d'accumulation, c'est-à-dire la fin de la production capitaliste. L'impossibilité de l'accumulation signifie, au niveau capitaliste, l'impossibilité d'un développement ultérieur des forces productives et ainsi la nécessité historique objective du déclin du capitalisme. De là résultent toutes les contradictions dans le mouvement de la dernière phase, la phase impérialiste, période terminale dans la carrière historique du capital. Fermez les guillemets. En se transformant en certitude dialectique, le doute abandonne sans laisser de traces tous les aspects petits bourgeois et réactionnaires résultant du passé, il devient optimisme, certitude théorique de la révolution sociale qui vient. Le même changement de fonction imprime à la prise de position opposée, à l'affirmation de l'accumulation illimitée, un caractère petit bourgeois oscillant, hésitant, sceptique. L'affirmation d'Otto Bauer n'a pas l'optimisme sans nuage d'un Say ou d'un Tugan Baranovski. Quoiqu'usant d'une terminologie marxiste, Bauer et ceux qui partagent ses vues sont, quant à l'essence de leur théorie, des proudhoniens. Leur tentative pour résoudre le problème de l'accumulation, ou plutôt pour ne pas y voir un problème, se ramène en fin de compte aux efforts de Proudhon pour conserver les bons côtés de l'évolution capitaliste tout en échappant à ses mauvais côtés. Reconnaître la question de l'accumulation, c'est reconnaître que ces mauvais côtés
sont inséparablement liés avec l'essence la plus intime du capitalisme. C'est en conséquence saisir l'impérialisme, la guerre mondiale, la révolution mondiale, comme des nécessités de l'évolution. Cela contredit cependant, comme on l'a souligné, l'intérêt immédiat des couches dont les marxistes du centre sont devenus les porte-paroles idéologiques, des couches qui appellent de leur vœu un capitalisme hautement développé sans excroissance impérialiste, une production bien réglée, sans les dérangements de la guerre, etc. Ouvrez les guillemets. Cette façon de voir vise, dit Rosa Luxembourg, à persuader la bourgeoisie que l'impérialisme et le militarisme lui sont nuisibles du point de vue de ses propres intérêts capitalistes, à isoler ainsi la soi-disant poignée de profiteurs de cet impérialisme et à former ainsi un bloc avec le prolétariat et de larges couches de la bourgeoisie pour, entre guillemets, atténuer l'impérialisme. Pour lui, entre guillemets, ôter son aiguillon. De même que le libéralisme à l'époque de sa décadence en appelait de la monarchie mal informée à la monarchie qu'il fallait mieux informer, le centre marxiste en appelle de la bourgeoisie mal conseillée à la bourgeoisie qu'il faut instruire. Fermez les guillemets. Bauer et ses camarades ont capitulé devant le capitalisme, tant économiquement qu'idéologiquement. Cette capitulation s'exprime théoriquement dans leur fatalisme économique, dans leur croyance en un capitalisme qui aurait la durée éternelle des lois de la nature. Mais comme, en vrais petits bourgeois, ils ne sont que des appendices idéologiques et économiques du capitalisme, comme leurs souhaits vont à un capitalisme sans mauvais côté, sans excroissance, ils se trouvent aussi en opposition, vraiment petite bourgeoisie encore, avec le capitalisme, en opposition éthique. Partie 4. Fatalisme économique et nouvelle fondation éthique du socialisme sont étroitement liés. Ce n'est pas par hasard que nous les retrouvons de la même manière chez Bernstein, Tugan Baranovsky et Otto Bauer. Et ce n'est pas seulement par nécessité de trouver un ersatz subjectif à la voie objective vers la révolution, voie qu'ils se sont eux-mêmes barrés, c'est aussi une conséquence méthodologique de leur point de vue économiste vulgaire, une conséquence de leur individualisme méthodologique. La nouvelle fondation éthique du socialisme est l'aspect subjectif de l'absence de la catégorie de la totalité, seul capable d'apporter la cohésion. À l'individu, qu'il soit capitaliste ou prolétaire, le monde environnant, le milieu social, et la nature qui en est le reflet et la projection théorique, apparaissent nécessairement comme soumis à un destin brutal et absurde, comme lui étant par essence éternellement étranger. Ce monde ne peut être compris par lui que s'il revêt dans la théorie la forme de lois éternelles de la nature, c'est-à-dire s'il acquiert une rationalité étrangère à l'homme, incapable d'être influencé ou pénétré par les possibilités d'action de l'individu, l'homme adoptant à son égard une attitude purement contemplative, fataliste. Un tel monde n'offre que deux voies possibles à l'action, qui ne sont d'ailleurs qu'en apparence des voies d'action, de transformation du monde. Premièrement, l'utilisation à des buts humains déterminés, entre parenthèses, la technique par exemple, des lois immuables, acceptée avec fatalisme et connue selon le mode déjà indiqué. Deuxièmement, l'action dirigée purement vers l'intérieur, la tentative d'accomplir la transformation du monde par le seul point du monde qui soit resté libre, par l'homme, entre parenthèses, l'éthique. Mais comme la mécanisation du monde mécanise nécessairement aussi son sujet, l'homme, cette éthique demeure également abstraite, seulement normative, et non réellement active et créatrice d'objets, même par rapport à la totalité de l'homme isolé du monde. Elle demeure un simple devoir-être, elle n'a qu'un caractère d'impératif.
Le lien méthodologique entre la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique de Kant est un lien contraignant et inéluctable. Et tout marxiste qui a abandonné la considération de la totalité du processus historique, la méthode de Hegel-Marx, dans l'étude de la réalité économique et sociale, pour se rapprocher d'une façon ou d'une autre de la considération critique de la méthode non historique d'une science particulière cherchant des lois, doit nécessairement, dès qu'il s'attaque au problème de l'action, revenir à l'éthique impérative abstraite de l'école kantienne. Or, en disloquant le point de vue de la totalité, on disloque l'unité de la théorie et de la praxis. Car l'action, la praxis dans lesquelles Marx fait culminer ses thèses sur Feuerbach implique par essence une pénétration, une transformation de la réalité. Mais la réalité ne peut être saisie et pénétrée que comme totalité, et seul un sujet qui est lui-même une totalité est capable de cette pénétration. Ce n'est pas pour rien que le jeune Hegel pose comme première exigence de sa philosophie le principe selon lequel, ouvrez les guillemets, le vrai doit être saisi et exprimé non seulement comme substance mais également comme sujet. Fermez les guillemets. Il a ainsi démasqué la faute la plus grave, la dernière limite de la philosophie classique allemande, quoique l'accomplissement réel de cette exigence ait été refusé à sa propre philosophie, celle-ci est restée sur plusieurs plans prisonnière des mêmes limites que celles de ses prédécesseurs. C'est seulement à Marx qu'il était réservé de découvrir concrètement ce vrai en tant que sujet, et d'établir ainsi l'unité de la théorie et de la praxis, en centrant sur et en limitant à la réalité du processus historique l'accomplissement de la totalité reconnue et en déterminant ainsi la totalité connaissante et à connaître. La supériorité méthodologique et scientifique du point de vue de la classe, par opposition à celui de l'individu, a déjà été éclaircie dans ce qui précède. Maintenant c'est aussi le fondement de cette supériorité qui devient clair, seule la classe peut, par son action, pénétrer la réalité sociale et la transformer en sa totalité. C'est pourquoi, étant considération de la totalité, la critique qui s'exerce à partir de ce point de vue est l'unité dialectique de la théorie et de la praxis. Elle est, en une unité dialectique indissoluble, en même temps fondement et conséquence, reflet et moteur du processus historique dialectique. Le prolétariat, sujet de la pensée de la société, disloque d'un seul coup le dilemme de l'impuissance, c'est-à-dire le dilemme du fatalisme des lois pures et de l'éthique des intentions pures. Si donc, pour le marxisme, la connaissance du caractère historiquement limité du capitalisme, entre parenthèses problème de l'accumulation, devient une question vitale, c'est parce que seul ce lien, l'unité de la théorie et de la praxis, peut faire se manifester comme fondée la nécessité de la révolution sociale, de la transformation totale de la totalité de la société. C'est seulement au cas où le caractère connaissable et la connaissance même de ce lien peuvent être conçus comme produits du processus, que le cercle de la méthode dialectique, cette détermination de la dialectique venant aussi de Hegel peut se fermer. Rosa Luxembourg souligne déjà, dans ses premières polémiques avec Bernstein, la différence essentielle entre une considération totale et une considération partielle, une considération dialectique et une considération mécaniste de l'histoire, que cette dernière soit d'ailleurs opportuniste ou bien terroriste. Ouvrez les guillemets. Ici réside, explique-t-elle, la différence principale entre les coups d'État blanquistes d'une minorité résolue, qui éclatent toujours comme des coups de pistolet, et par suite toujours à contretemps, et la conquête du pouvoir d'État par la grande masse du peuple conscient de son intérêt de classe,
conquête qui ne peut elle-même qu'être le produit d'un début d'effondrement de la société bourgeoise et porte ainsi en elle-même la légitimation économique et politique de son apparition propice. Fermez les guillemets. Et dans son dernier écrit elle explique semblablement. Ouvrez les guillemets. La tendance objective de l'évolution du capitalisme vers ce terme suffit à produire, bien avant qu'il soit atteint, une telle aggravation sociale et politique des contradictions dans la société et une situation tellement intenable qu'elles doivent nécessairement préparer la fin du système régnant. Ces contradictions sociales et politiques ne sont elles-mêmes pourtant en dernière analyse que le produit du caractère économiquement intenable du système capitaliste et elles puisent justement à cette source leur aggravation croissante, dans la mesure exacte où ce caractère intenable devient sensible. Fermez les guillemets. Le prolétariat est donc en même temps le produit de la crise permanente du capitalisme et l'exécuteur des tendances qui poussent le capitalisme à la crise. Ouvrez les guillemets. Le prolétariat, dit Marx, exécute le jugement que la propriété privée prononce contre elle-même par la production du prolétariat. Fermez les guillemets. En reconnaissant sa situation, il agit. En combattant le capitalisme, il reconnaît sa situation dans la société. La conscience de classe du prolétariat, qui est vérité du processus comme sujet, n'est pourtant nullement stable, toujours semblable à elle-même ou en mouvement selon des lois mécaniques. Elle est la conscience du processus dialectique même, elle est également un concept dialectique. Car l'aspect pratique, actif, de la conscience de classe, son essence vraie, ne peut devenir visible dans sa forme authentique que lorsque le processus historique exige impérieusement son entrée en vigueur, lorsqu'une crise aiguë de l'économie la porte à l'action. Sinon elle reste, correspondant à la crise permanente et latente du capitalisme, théorique et latente. Elle pose ses exigences aux questions et aux luttes particulières quotidiennes comme simple conscience, comme somme idéale, selon le mot de Rosa Luxembourg. Cependant, dans l'unité dialectique de la théorie et de la praxis, que Marx a reconnue et rendue consciente dans la lutte émancipatrice du prolétariat, il ne peut pas y avoir de simple conscience, ni comme pure théorie ni comme simple exigence, simple devoir, simple norme de l'action. L'exigence aussi a sa réalité. C'est-à-dire que le niveau du processus historique qui imprime à la conscience de classe du prolétariat un caractère d'exigence, un caractère latent et théorique, doit se faire réalité correspondante et intervenir ainsi de façon agissante dans la totalité du processus. Cette forme de la conscience de classe prolétarienne, c'est le parti. Ce n'est pas un hasard si Rosa Luxembourg qui a reconnu plus tôt et plus clairement que beaucoup d'autres le caractère essentiellement spontané des actions de masse révolutionnaires, entre parenthèses soulignant ainsi un autre aspect de cette constatation antérieure, selon laquelle ces actions sont le produit nécessaire d'un processus économique nécessaire, a vu clair, également avant beaucoup d'autres, sur le rôle du parti dans la Révolution. Pour les vulgarisateurs mécanistes, le parti était une simple forme d'organisation, et le mouvement de masse, la Révolution aussi, n'était qu'un problème d'organisation. Rosa Luxembourg a reconnu de bonne heure que l'organisation est bien plutôt une conséquence qu'une condition préalable du processus révolutionnaire, de même que le prolétariat lui-même ne peut se constituer en classe que dans et par le processus. Dans ce processus, que le parti ne peut ni provoquer ni éviter, lui échoit donc le rôle élevé d'être le porteur de la conscience de classe du prolétariat, la conscience de sa mission historique. Tandis que l'attitude apparemment plus active et en tout cas plus réaliste pour un observateur superficiel, qui attribue au parti, avant tout ou exclusivement,
des tâches d'organisation, est acculé, face au fait de la révolution, à une position de fatalisme inconsistant. La conception de Rosa Luxembourg est la source de la véritable activité révolutionnaire. Si le parti a pour préoccupation, ouvrez les guillemets, que dans chaque phase et dans chaque moment de la lutte la somme totale de la puissance présente est déjà dégagée, active, du prolétariat se réalise et s'exprime dans la position de combat du parti, que la tactique de la social-démocratie ne soit jamais, en résolution et en perspicacité, au-dessous du niveau effectif du rapport des forces, mais aille plutôt au-devant de ce rapport. Fermez les guillemets. Alors que le parti transforme, au moment aigu de la révolution, son caractère d'exigence en réalité agissante, car il fait pénétrer dans le mouvement de masse spontané la vérité qui lui est immanente, il l'élève de la nécessité économique de son origine à la liberté de l'action consciente. Et ce passage de l'exigence à la réalité devient le levier de l'organisation vraiment révolutionnaire, vraiment conforme à la classe du prolétariat. La connaissance devient action, la théorie devient mot d'ordre, la masse agissant suivant les mots d'ordre s'incorpore toujours plus fortement, consciemment et stablement dans les rangs de l'avant-garde organisée. Les mots d'ordre justes donnent organiquement naissance aux conditions et aux possibilités de l'organisation technique du prolétariat en lutte. La conscience de classe est l'éthique du prolétariat, l'unité de sa théorie et de sa praxis est le point où la nécessité économique de sa lutte émancipatrice se transforme dialectiquement en liberté. Une fois le parti reconnu comme forme historique et porteur agissant de la conscience de classe, il devient en même temps le porteur de l'éthique du prolétariat en lutte. Cette fonction qu'est la sienne doit déterminer sa politique. Sa politique peut ne pas être toujours en accord avec la réalité empirique momentanée, ses mots d'ordre peuvent, à de tels moments, ne pas être suivis, mais la marche nécessaire de l'histoire ne lui rendra pas seulement justice, la force morale d'une juste conscience de classe, d'une action juste et conforme à la classe portera aussi ses fruits, sur le plan de la politique pratique et réelle. Car la force du parti est une force morale, elle est alimentée par la confiance des masses spontanément révolutionnaires, contraintes par l'évolution économique à se soulever, par le sentiment des masses que le parti est l'objectivation de leur volonté la plus intime, quoique pas encore entièrement claire pour elle-même, la forme visible et organisée de leur conscience de classe. C'est seulement quand le parti a conquis de hautes luttes et mérité cette confiance qu'il peut devenir un conducteur de la révolution. Car alors seulement la poussée spontanée des masses tendra avec la dernière énergie et toujours plus instinctivement dans la direction du parti, dans la direction de leur propre prise de conscience. En séparant ce qui est indivisible, les opportunistes se sont fermés à cette connaissance active de soi, du prolétariat. Aussi leur champion parle-t-il ironiquement, en vrai libre penseur petit bourgeois, de la croyance religieuse, qui serait à la base du bolchevisme, du marxisme révolutionnaire. Cette accusation renferme l'aveu de leur propre impuissance. Ce scepticisme intérieurement miné et rongé s'enveloppe en vain du noble manteau d'une froide objectivité scientifique. Chaque parole, chaque geste, traduit, chez les meilleurs, le désespoir, chez les pires, le vide intérieur qui se cache derrière ce scepticisme, l'isolement total par rapport au prolétariat, à ses voies et à sa vocation. Ce qu'ils appellent une croyance et qu'ils cherchent à rabaisser en le qualifiant de « religion », n'est que la certitude du déclin du capitalisme, la certitude de la victoire finale de la révolution prolétarienne. Il ne peut y avoir de garant matériel de cette certitude. Elle ne nous est garantie que méthodologiquement,
par la méthode dialectique. Et cette garantie aussi ne peut être éprouvée et acquise que par l'action, par la révolution elle-même, par la vie et la mort pour la révolution. Il n'y a pas plus de marxistes en chambre, pratiquant l'objectivité érudite qu'il n'y a d'assurance, garantie par des lois de la nature, du triomphe de la révolution mondiale. L'unité de la théorie et de la praxis n'existe pas seulement dans la théorie mais aussi pour la praxis. De même que le prolétariat comme classe ne peut conquérir et garder sa conscience de classe, s'élever au niveau de sa tâche historique, objectivement donnée, que dans le combat et l'action, de même le parti et le militant individuel ne peuvent s'approprier réellement leur théorie que s'ils sont en état de faire passer cette unité dans leur praxis. La prétendue croyance religieuse est tout simplement la certitude méthodique que, sans se soucier des échecs et des reculs momentanés, le processus historique poursuit son chemin jusqu'au bout dans nos actions, par nos actions. Pour les opportunistes, c'est ici aussi le vieux dilemme de l'impuissance, ils disent. Si les communistes prévoient la défaite, ou bien ils doivent s'abstenir de toute action, ou bien ils sont des aventuriers sans conscience, des politiciens de la catastrophe et des terroristes. Dans leur infériorité intellectuelle et morale, ils sont en effet hors d'état d'apercevoir eux-mêmes et l'instant de leur action comme moment de la totalité, du processus, de voir la défaite comme étape nécessaire vers la victoire. L'unité de la victoire et de la défaite, du destin individuel et du processus d'ensemble ont constitué le fil directeur de la théorie de Rosa Luxembourg et de sa conduite, c'est le signe de l'unité de la théorie et de la praxis dans son œuvre et sa vie. Dans sa première polémique contre Bernstein, elle a déjà posé que la prise du pouvoir par le prolétariat serait nécessairement prématurée. Elle a démasqué le scepticisme opportuniste et apeuré face à la révolution, ouvrez les guillemets, comme une absurdité politique qui part d'une évolution mécanique de la société et présuppose comme condition préalable à la victoire de la lutte des classes un point du temps déterminé en dehors et indépendamment de la lutte des classes. Fermez les guillemets. Cette certitude sans illusion inspire Rosa Luxembourg dans ses luttes pour l'émancipation du prolétariat. Son émancipation économique et politique de la servitude matérielle du capitalisme, son émancipation idéologique de la servitude intellectuelle de l'opportunisme. En grande dirigeante intellectuelle du prolétariat, elle menait la lutte principale contre ce dernier adversaire, bien plus dangereux parce que bien plus difficile à vaincre. Sa mort, œuvre de ses contradicteurs les plus réels et les plus acharnés, Scheidman et Noske, est le couronnement logique de sa pensée et de sa vie. Elle est restée près des masses au moment de la défaite de l'insurrection de janvier, entre parenthèses clairement prévue dans le domaine de la théorie depuis des années, dans le domaine de la tactique à l'instant de l'action, et elle a partagé leur sort. C'est une conséquence tout aussi logique de l'unité de la théorie et de la praxis dans son action que la haine mortelle que lui avaient à juste titre voué ses assassins, les opportunistes sociodémocrates. György Lukács, janvier 1921. Fin du deuxième essai.